Le tapping d'Eddie Van Halen. Page l'appelait un gadget. Le blues de Clapton. Recyclé. Ritchie Blackmore. Juste du théâtre en velours. Jimmy Page ne se contentait pas de jouer de la guitare, il jugeait ceux qui osaient pas mal s'y prendre, et certains des plus grands noms du rock ont fini sur sa liste noire silencieuse. Choc des titans. Quand le théâtre de Blackmore a exaspéré Page. C'était l'aube des années 1970, et le hard rock britannique explosait à travers le monde. Les guitaristes n'étaient plus de simples accompagnateurs. Ils étaient des dieux, des architectes d'une nouvelle ère sonore. À la tête de cette révolution se tenaient deux titans, Jimmy Page de Led Zeppelin et Ritchie Blackmore de Deep Purple. Tous deux étaient vénérés, techniquement brillants et résolument intransigeants. Mais la ressemblance s'arrêtait là. Alors que Page bâtissait son héritage sur des arrangements complexes, des motifs mystiques et une profonde révérence pour la tradition blues, Blackmore suivait un tout autre chemin. Son style était flamboyant, agressif, résolument théâtral. Dans le monde de Blackmore, les guitares n'étaient pas seulement jouées, elles étaient jetées, fracassées, incendiées. Il arpentait les scènes en chemise médiévale et pantalon en velours violet, maniant sa Stratocaster comme un chevalier son épée. Page, avec son expression stoïque et son costume brodé de dragon, formait un contraste saisissant. Toujours maître de lui, toujours calculateur, toujours plongé dans le rituel profond de la musique. La tension entre eux n'était pas publique, mais elle était palpable dans les cercles de l'industrie. Selon plusieurs ingénieurs de studio ayant travaillé à Olympic Studio à Londres au début des années 70, Page aurait levé les yeux au ciel après une session et marmonné « Blackmore pense que chaque chanson a besoin d'un foutu combat à l'épée. » C'était du Page tout craché, tranchant, sec, précis. Il ne niait pas le talent de Blackmore. Il détestait simplement la manière dont il s'en servait. En 1972, la rivalité avait déjà pris racine, discrètement. Led Zeppelin et Deep Purple dominaient les classements et les ventes de billets. Led Zeppelin 4 venait de battre des records fin 1971 avec Stairway to Heaven, tandis que Machine Head de Deep Purple, sorti en mars 1972, offrait au rock Smoke on the Water et Highway Star. Les fans débattaient. Quel groupe était le plus lourd, le plus rapide, le plus complexe? Mais pour Page, ce n'était ni la vitesse ni le volume qui comptait, c'était l'âme. Le point de rupture serait survenu en 1974 lors d'une session en studio. Page se trouvait à Londres pour travailler sur Physical Graffiti, un double album ambitieux rempli de riffs ésotériques et de textures expérimentales. Lorsqu'il apprit que Blackmore était arrivé dans le même studio pour superviser le mix final du premier album de Rainbow, Page aurait remballé son matériel et quitté les lieux. Un roadie l'aurait entendu dire « Je n'ai pas de temps pour les fêtes costumées ». Le message était clair. La présence de Blackmore n'était pas souhaitée. Ce qui agaçait le plus Page n'était pas seulement le folklore. C'était cette impression croissante que la guitare rock s'éloignait de la profondeur musicale pour glisser vers le clinquant vide. Le succès de Blackmore, nourri de performances théâtrales en stade et d'images mythiques, incarnait exactement ce que Page redoutait. Une version du rock qui privilégiait le spectacle à l'esprit. Ironie du sort, Blackmore ne répondit jamais dans le même ton. Au contraire, dans une interview de 1978, il se souvenait avec nonchalance avoir joué avec Neil Christian and the Crusaders au début des années 60, quand un jeune Jimmy Page assurait la guitare solo. Il était déjà brillant à l'époque, déclara Blackmore. Toujours précis, toujours maître de lui. Qu'il ait su ou non ce que Page pensait réellement de lui, ou qu'il ait choisi de l'ignorer, reste un mystère. Mais le respect, du moins publiquement, n'a jamais été réciproque. Tapping into Trouble. La révolution de Van Halen déclenche la fureur de Page. À la fin des années 1970, les plaques tectoniques du rock commençaient à bouger. Le punk avait déchiré les excès du rock de stade avec une fureur tranchante et le disco régnait dans les pistes de danse.
Mais une autre force se préparait silencieusement à exploser. Un guitariste de Pasadena, en Californie, avec un sourire en coin, une guitare Frankenstein et une technique qui allait diviser les générations. En février 1978, le premier album éponyme de Van Halen est sorti dans les bacs. Le genre ne serait plus jamais le même. La deuxième piste de l'album, Éruption, était moins un solo de guitare qu'une révolution sonore. La technique de tapping d'Eddie Van Halen, ses harmoniques rapides et sa vitesse chirurgicale ont complètement bouleversé la conception même de la guitare rock. Les jeunes guitaristes l'adoraient. Les critiques parlaient d'une percée majeure. En quelques semaines, les magazines spécialisés des États-Unis l'ont surnommé le sauveur de l'instrument. De retour en Angleterre, Jimmy Page, alors âgé de 34 ans et encore marqué par la tournée épuisante de Présence et les tensions internes de Led Zeppelin, bouillonnait en silence. En public, il restait diplomate. Dans les interviews, il évitait de commenter directement les nouveaux venus. Mais dans les coulisses, un autre discours circulait. Brad Tolinski, rédacteur en chef de Guitar World, se souvient que Page aurait déclaré, hors micro, dans un pub londonien en 1979, « Tout le monde peut apprendre des tours de salon. Le vrai jeu de guitare vient du cœur, pas de l'envie de faire le spectacle comme un artiste de cirque. » Il ne nomma personne, mais tout le monde savait de qui il parlait. L'ironie, bien sûr, c'est qu'Eddie idolâtrait Page. Dans de nombreuses interviews, dont une célèbre parue dans Guitar Player en 1981, Eddie citait le travail de Page sur Heartbreaker et All Lotta Love comme l'étincelle qui avait allumé sa passion. « J'ai recopié ses solos note pour note, » disait Eddie. « Je voulais juste comprendre comment il faisait. » Mais Page n'était pas flatté. Il voyait la montée d'Eddie non pas comme une évolution, mais comme une dilution. Là où Page avait passé des années à perfectionner les textures superposées, les progressions modales et l'improvisation blues chargée d'émotions, la précision de Van Halen lui semblait froide, trop mécanique et, peut-être pire que tout, populaire. Le vrai point de rupture serait survenu en 1980 lors d'une session à Los Angeles. Page s'était envolé pour superviser les mixages des concerts live de In Through the Outdoor, déjà meurtri par la mort de John Bonham quelques mois auparavant. Pendant une pause, un jeune ingénieur lança « Éruption » dans les enceintes du studio. D'après un témoin, Page ne dit rien au début. Puis il aurait marmonné « J'en ai assez entendu de gratouillage de chambre pour toute une vie », avant de sortir fumer une cigarette. Pour Page, cette nouvelle vague d'héroïsme guitaristique, Van Halen, Satriani, bientôt Yngwie, sapait l'âme même de l'instrument. Il aurait déclaré à un journaliste, dans les coulisses, en 1979, « Il y a une différence entre jouer de la guitare et jouer avec une guitare. » Ce n'était pas seulement une pique, c'était une déclaration de principe. Pendant ce temps, Eddie Van Halen continuait de louer les mérites de Page, même si leur chemin s'éloignait. Il déclara à Guitar World en 1985 « Jimmy avait une magie mystérieuse. J'ai juste essayé de la percer. C'est à cause de lui que j'ai même construit ma propre guitare. » Carnage classique, quand l'ego de Malmsteen a allumé la mèche. Au milieu des années 1980, le monde de la guitare était devenu un champ de bataille fait de vitesse, de technique et d'ego. Et personne n'incarnait mieux cette nouvelle ère que Yngwie Malmsteen. Débarquant avec fracas grâce à son premier album solo Rising Force en 1984, le virtuose suédois ne voulait pas seulement impressionner, il voulait dominer. Avec ses cheveux longs, ses pantalons en cuir et sa Stratocaster à manches creusées, Malmsteen ne se cachait pas derrière la modestie. Interview après interview, il déclarait fièrement être le plus grand guitariste vivant. Les critiques parlaient de fanfaronnade. Jimmy Page, lui, y voyait bien pire. Pour Page, qui avait passé les années 1970 à superposer émotion, mysticisme et narration dans son jeu, l'arrivée de Malmsteen marquait un tournant, mais pas dans le bon sens. Le son de Malmsteen, bien que techniquement étourdissant, manquait selon lui
de cette fibre émotionnelle brute essentielle à un jeu de guitare authentique. Le style enraciné dans le blues et chargé d'atmosphère de Page se voyait peu à peu remplacé par des flots d'arpèges et des gammes à une vitesse fulgurante. Lors d'un gala caritatif à Londres en 1986, Page aurait été entendu lançant une pique à Malmsteen. Ce paon suédois pense que Bach a inventé les power chords. Ce n'était pas qu'une simple remarque sarcastique. Cela traduisait un profond malaise face à ce que Page percevait comme une dérive sans âme de la guitare moderne. Il voyait dans le jeu néoclassique de Malmsteen un exercice académique froid, de la musique comme des mathématiques, non comme de la magie. En privé, Page aurait qualifié Malmsteen de « calculatrice en pantalon de cuir », ajoutant « cet homme confond la technique avec la musique elle-même ». Il voyait une génération entière de guitaristes imiter la vitesse de Malmsteen sans comprendre que jouer de la guitare ne consiste pas à entasser des notes, mais à faire ressentir quelque chose à chaque note. L'affrontement idéologique devint public en 1987 lorsqu'un magazine britannique demanda à Page ce qu'il pensait de la montée du shred. Sa réponse, voilée mais claire, « Certains pensent que plus de notes signifie plus de musique. Ce sont souvent les mêmes qui pensent que plus fort, c'est mieux. » La citation se répandit rapidement sur les forums de guitare et dans la presse spécialisée. Les fans devinèrent rapidement la cible. Malmsteen, alors au sommet de sa popularité. Puis vint le Guitar Expo de 1988 à Francfort. Un grand salon réunissant légendes et jeunes prodiges. Selon plusieurs sources, Page fit une brève apparition, assista à quelques minutes du set de Malmsteen, puis s'éclipsa discrètement. En passant devant un agent de sécurité, il aurait murmuré « Je n'ai pas besoin de regarder quelqu'un faire ses gammes pendant 20 minutes. » Quand Malmsteen apprit la remarque, il ne se priva pas de répondre. Dans une interview accordée en 1989 à Guitar for the Practicing Musician, il déclara sans détour « Led Zeppelin était un grand groupe en son temps, mais le jeu de Page sonne comme un gribouillage blues primitif comparé à ce qui se fait aujourd'hui. » La rivalité était désormais publique, même si Page refusa d'y répondre. Pour Malmsteen, cette querelle n'était qu'une gêne passagère. Pour Page, c'était la confirmation de son aliénation croissante vis-à-vis de la scène guitare contemporaine. Il ne voyait pas seulement Malmsteen comme un guitariste, mais comme le symbole de tout ce qui allait mal. Le tape à l'œil au détriment de la sensibilité, la vitesse au détriment de l'âme, l'ego au détriment de l'essence. Et même si Malmsteen continua de gravir les échelons dans les années 1990 avec des albums comme Odyssey et Fire and Ice, il ne reçut jamais la moindre reconnaissance de la part de Page. Pas une citation, pas une poignée de main, même pas un compliment du bout des lèvres. Pour Jimmy Page, Yngwie était un spectacle, une avalanche de notes sans histoire. Et dans son monde, ça n'était pas de la musique. C'était du bruit en smoking, pierres et diffamations. La longue guerre avec Keith Richards, ce n'était pas simplement une querelle entre deux stars du rock, c'était un affrontement de philosophie entre l'instinct primal et l'art calculé. D'un côté, Keith Richards, un pirate fanfaron et fumeur invétéré des Rolling Stones qui croyait au pouvoir brut et indompté d'une guitare à 5 cordes. De l'autre, Jimmy Page, l'architecte sonore de Led Zeppelin, un sorcier de studio obsédé par les superpositions, la structure et l'alchimie sonore. Leur tension remonte à la fin des années 1960, lorsque Page passa du travail de session à rejoindre les Yardbirds avant de former Led Zeppelin en 1968. Les Stones étaient déjà un phénomène mondial et Richards, bien que loin d'être un virtuose, était acclamé pour ses riffs portés par l'attitude et ses grooves contagieux. Mais Page voyait autre chose. Selon le journaliste Robert Greenfield, Page aurait déclaré à un ingénieur du son en 1969 « Keith pense que 5 accords font de lui Chuck Berry ». Il aurait ensuite ajouté une remarque encore plus acide. Cet homme ne reconnaîtrait pas une mélodie même si elle lui mordait les fesses. Ce n'étaient pas de simples insultes.
Elle révélait le profond scepticisme de Page face à ce qu'il considérait comme la simplicité glorifiée de Richard. La tension s'intensifia au début des années 1970, surtout lorsque Led Zeppelin dépassa les Stones en vente d'albums et recettes de tournée. En 1973, Zeppelin était devenu le groupe le mieux payé au monde. Leurs concerts étaient plus longs, leurs albums plus ambitieux, leur mystique presque intouchable. Mais Richard n'était pas impressionné. Il aurait qualifié Physical Graffiti de « sacré foutoir de surimpression » et rejeté Stairway to Heaven comme une chanson qui ne sait pas où elle va. Puis vint le célèbre incident de 1975 au Madison Square Garden. Zeppelin venait de jouer à guichet fermé la veille, et Page se trouvait en coulisses avec des connaissances communes lorsqu'il croisa Richard. Selon plusieurs témoins, Page tendit la main. Richard refusa. « Je ne serre pas la main des voleurs », aurait-il marmonné, une référence à peine voilée aux accusations récurrentes selon lesquelles Led Zeppelin aurait largement emprunté aux artistes de blues américains sans les créditer. Ce commentaire toucha profondément Page. Le groupe avait déjà été critiqué publiquement pour avoir repris des riffs de Willie Dixon, Howlin' Wolf et d'autres. Mais l'entendre de la bouche d'un père britannique, qui avait lui-même bâti sa renommée sur le blues, fut une offense personnelle. Dès lors, toute courtoisie professionnelle entre eux disparut complètement. La querelle ne portait pas seulement sur l'éthique musicale. C'était une bataille sur l'authenticité. Richard voyait la sorcellerie de studio de Page comme pompeuse, prétentieuse, du rock passé à travers trop de pédales d'effet. Page, en revanche, considérait Richard comme paresseux, sans imagination, se reposant sur son attitude. « Tout le monde peut gratouiller satisfaction », aurait-il dit à un collègue. Mais le vrai talent nécessite plus que de trébucher sur le même riff pendant 50 ans. Dans les années 1980 et 1990, la guerre continua en sourdine. Les deux hommes vieillissaient, traversaient pertes personnelles et problèmes d'addiction. Mais même avec le temps, les pics ne cessèrent pas. Dans une interview de 1995 avec Rolling Stone, Richards décrivit Led Zeppelin comme « une sorte de blague, aucun groove, tout dans le tape à l'œil ». Il déclara qu'ils étaient « ce qui arrive quand on laisse le producteur entrer dans le groupe ». Page ne répondit jamais directement. Mais dans des interviews à la même époque, il insista sur l'importance de la composition, de l'innovation et du traitement de la guitare comme un véhicule de pouvoir transporteur, une pique subtile mais claire envers l'approche brute et riffée de Richard. Bien qu'ils aient partagé brièvement la scène lors du concert caritatif à Hermès en 1983, où Page, Clapton, Beck et Richard étaient tous présents, les deux hommes ne se sont jamais réconciliés. Aucune interview commune, aucun clin d'œil complice, aucun riff offert en guise de paix. Pour Jimmy Page, Keith Richards était plus qu'un rival. Il était le rappel vivant de tout ce que Page rejetait dans le rock. Le brut plutôt que le raffiné, la posture plutôt que la substance, la répétition plutôt que la réinvention. Et pour Richard, Page représentait l'inverse, un homme qui avait perdu le groove à force de courir après des chimères en studio. Deux disciples du blues, à jamais divisés par la manière dont ils l'adoraient. Le fantôme de Hendrix, une jalousie jamais éteinte. Il est difficile d'admettre l'envie lorsque l'objet de votre ressentiment n'est plus là. Mais Jimi Hendrix hantait Jimmy Page. Dès que Hendrix a débarqué à Londres, en 1967, la hiérarchie des guitaristes de la ville a changé du jour au lendemain. Soudain, le travail de Page avec les Yardbirds semblait dépassé. Selon l'historien du rock Charles Char Murray, Page aurait un jour confié à un ami « Cet Américain débarque ici et tout le monde oublie soudain qui jouait de la guitare avant lui. » Hendrix était sauvage, électrique, une comète en feu avec du feedback et de la foudre au bout des doigts. Page, artisan méthodique, se sentait éclipsé. Il aurait qualifié le style de Hendrix de chaos contrôlé et raillé plus tard « Certains pensent que casser des guitares se fait de vous un génie. Les vrais musiciens n'ont pas besoin de pyrotechnie. » Bien qu'il ne se soit jamais affronté publiquement,
Les commentaires privés de Page révélaient un profond malaise. Il voyait en Hendrix un usurpateur, quelqu'un qui avait redéfini la scène qu'il venait à peine de construire. Même après la mort de Hendrix en 1970, les comparaisons continuaient. Et Page, malgré ses propres succès, ne pouvait se défaire du sentiment que l'histoire avait été réécrite au profit du chaos plutôt que de la clarté. Il aurait confié à ses coéquipiers « Il essaie de faire croire que personne ne jouait de la guitare avant lui ». Hendrix avait touché une corde si sensible chez Page que l'amertume ne s'est jamais vraiment dissipée. Clapton est la malédiction de la médiocrité. Eric Clapton était censé être un frère de blues. Ils avaient grandi dans les mêmes cercles, partagé les mêmes musiciens de studio et vénéré les mêmes légendes du Delta. Mais Jimmy Page voyait au-delà de l'auréole. Il aurait confié un jour à un collègue de studio « Eric joue les mêmes 3 plans blues et tout le monde l'appelle Dieu. J'imagine que la médiocrité se vend mieux que l'innovation. » Leur rivalité s'est mise à couver au milieu des années 1960, lorsque Cream, le supergroupe de Clapton, décolle, tandis que Page reste encore en retrait avec les Yardbirds. Lorsque Clapton recrute le batteur Jim Gordon, un des collaborateurs les plus proches de Page, celui-ci se sent profondément trahi. Il aurait déclaré à un confident « Eric construit sa carrière sur le talent des autres parce qu'il n'en a pas assez lui-même. » Pendant les années 1970, alors que les deux hommes atteignent un niveau de célébrité mondiale, le ressentiment de Page ne fait que croître. Lors d'une fête privée en 1976, il aurait lancé « La différence entre Eric et moi, c'est que moi, je crée de la musique. Lui, il la copie, juste plus fort. » Clapton, toujours plus diplomate en public, s'est contenté de faire l'éloge du blues puriste tout en ignorant délibérément les apports de Led Zeppelin au genre. Pour Page, Clapton incarnait tout ce qui allait mal dans le succès commercial. Des riffs simples, des choix sans risque et des applaudissements pour le strict minimum. Il l'aurait surnommé « un conservateur de musée du blues », ajoutant « un homme qui n'a jamais eu une idée originale de toute sa vie ». Au final, ces querelles n'étaient pas seulement des jalousies d'ego. Elles étaient aussi le reflet des peurs les plus profondes de Jimmy Page, celle d'être rendu obsolète, dilué, ou de voir son art sacré transformé en théâtre, en vanité ou en formule à vendre. Qu'elles aient été justifiées ou non, ces jugements venaient d'une foi inébranlable dans ce que la guitare pouvait et devait être. Et c'est peut-être pour cela que ces rancunes ont duré aussi longtemps. Laquelle de ces 6 rivalités vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé ce voyage dans les zones d'ombre de l'histoire du rock, pensez à liker et vous abonner.